Mon fils est mort il y a 18 heures, mais ce matin, à 5 heures, il s'est enregistré pour un vol à destination de Miami. Tandis que ma belle-fille jouait habilement le rôle de la veuve éplorée, j'ai ouvert d'une main tremblante le sac que mon fils m'avait laissé à l'aéroport. Il contenait 21 000 $ et un enregistreur vocal. J'ai appuyé sur lecture et n'en ai pas cru mes oreilles. Ma belle-fille s'est mise à pleurer, un sanglot soudain et perçant qui semblait presque trop parfait. Mon nom est Ernest Coleman. J'ai 68 ans et je vis à Nashville, Tennessee. Pendant 31 ans, j'ai siégé dans les salles d'audience du comté de Davidson en tant que sténographe judiciaire officiel, transcrivant chaque mot prononcé sous serment, chaque dénégation, chaque mensonge méticuleusement construit. On développe un sens aigu de la tromperie quand c'est son métier. On apprend à percevoir la pause avant une réponse, ce court instant où la vérité hésite. On apprend à observer ce que les gens font de leurs mains, ces gestes involontaires qui trahissent l'agitation intérieure. J'ai pris ma retraite en 2019 et je pensais que les tribunaux étaient derrière moi pour toujours, que le silence de ma maison remplacerait le brouhaha des plaidoiries. Je vis au 2214 Hilldale Drive, dans l'est de Nashville, une maison à 3 étages que j'ai construite en 1989. Ces jours-ci, elle ne me semble plus vraiment mienne. Mon fils David avait 41 ans quand il est mort. Insuffisance cardiaque soudaine, disait le rapport officiel. Il était prudent, méticuleux, ne fumait pas, courait 3 miles chaque jeudi, 41 ans. Le genre de mort qui n'a pas de sens sur le moment, mais qui, plus tard, en acquiert un terrible. Je dois vous parler de Tara avant de vous raconter ce qui s'est passé après les funérailles. David l'a rencontrée il y a 4 ans, lors d'un dîner professionnel. Elle était frappante, de cette manière particulière dont certaines personnes le sont. Belle d'une façon qui fonctionne le mieux quand d'autres personnes regardent. Elle avait déjà un fils, Brett, 22 ans, avec une mâchoire figée dans un léger mépris permanent pour tout le monde autour de lui. Quand David me l'a présentée, elle m'a serré la main comme si elle me faisait une faveur, un geste rapide et distant. Je lui ai accordé le bénéfice du doute. Je suis par nature un observateur patient. 31 ans à transcrire les mots des autres dans leurs moments les plus sombres et les plus désespérés vous rendent soit cynique, soit prudent. J'ai choisi la prudence. Je me suis dit que les premières impressions étaient rarement l'histoire complète, que David était heureux et que mon rôle n'était pas de le juger. Ce que j'ai observé au cours des mois suivants, c'est Tara s'infiltrer dans chaque recoin des finances de David, de la même manière que l'eau s'infiltre dans une fondation fissurée. Lentement, avec un engagement total, elle a suggéré un compte joint pour les dépenses du ménage. Elle a commencé à gérer les factures. Elle a mentionné à 2 reprises que David semblait dépassé et que peut-être elle devrait gérer ses applications bancaires juste pour l'aider. David était un homme bon, ce qui signifie parfois un homme qui ne voit pas certaines choses venir. Brett a emménagé 6 mois après le mariage. Il a dit à David qu'il avait besoin de quelques mois pour lancer son entreprise de dropshipping. C'était il y a 2 ans. Son entreprise consistait, d'après ce que j'ai pu observer, à s'asseoir sur le canapé de mon salon avec un ordinateur portable et à demander périodiquement de l'argent à sa mère. Il m'appelait le vieil homme, pas en face au début, mais les maisons portent le son différemment de ce que les gens attendent, et je l'ai entendu. Je l'ai enregistré, c'est ce que je fais. Les funérailles ont eu lieu un jeudi. 53 personnes sont venues. Tara portait du noir avec une remarquable contenance et acceptait les condoléances les yeux baissés, affichant un chagrin doux et bien rodé. Brett se tenait légèrement derrière elle tout le temps, la position précise qui semble respectueuse sur les photographies sans l'obliger à parler à qui que ce soit. J'ai remarqué cela aussi, chaque détail, chaque nuance de leur performance. Nous sommes rentrés à la maison après. Mon frère Raymond est resté 2 heures, puis est retourné à Chattanooga. Ensuite, je me suis retrouvé seul avec Tara et Brett.
Moins de 20 minutes après avoir franchi la porte, Tara était au téléphone dans le salon, parlant d'une voix basse et égale, et d'une main, elle parcourait le courrier posé sur la table d'appoint, tirant à moitié une enveloppe bancaire et lisant l'adresse de l'expéditeur. Elle a senti mon regard. Elle l'a posé et s'est retournée avec une expression de chagrin si rapide et si fluide que j'ai presque douté de moi-même. Presque. À l'étage, la musique de Brett a commencé. Pas un bruit de fond, le genre qui met à l'épreuve l'intégrité structurelle du plâtre. Le genre qui dit « Je suis là, je suis à l'aise, cette maison est autant la mienne que celle de n'importe qui d'autre. » J'ai fait du café. Je me suis tenu au comptoir et j'ai pensé « Mon fils est mort il y a moins de 8 heures. » Et sa femme lit mon courrier pendant que son fils fait trembler les fenêtres au-dessus de ma tête. Quelque chose ne va pas. Je ne connaissais pas encore la forme exacte de ce quelque chose, mais 31 ans d'instinct de tribunal me disaient de faire très attention. J'ai bu le café et n'ai rien dit à aucun d'eux pour le reste de la nuit. Le lendemain matin, à 8h40, mon téléphone a sonné. Un numéro de Nashville que je ne reconnaissais pas. Monsieur Coleman. La voix était jeune et professionnellement désolée. Mon nom est Charlie Griffin. J'appelle du terminal C de l'aéroport international de Nashville. Service aux passagers et objets trouvés. Une brève pause s'est installée, lourde de sous-entendus. Votre fils, David Coleman, s'est enregistré pour un vol tôt ce matin. Il a enregistré un bagage au comptoir et l'a laissé. L'étiquette de bagage porte votre nom et ce numéro de téléphone. J'ai posé ma tasse de café très délicatement, le son du contact de la céramique sur le comptoir résonnant dans le silence de la cuisine. Il s'est enregistré ce matin, ai-je répété. Oui, monsieur, le vol de 5 heures du matin à destination de Miami. Mais il n'est jamais monté à bord. Il a laissé le bagage au comptoir, a traversé le terminal, puis a quitté le bâtiment. Mon fils était sous terre depuis moins de 18 heures. Le monde entier semblait s'être figé dans une attente douloureuse, et pourtant, David Coleman avait accompli un acte d'une clarté déconcertante. J'ai dit, la voix étonnamment ferme, « Je serai là dans 40 minutes. » J'ai enfilé mon manteau, un vieux par-dessus de laine qui me semblait soudain lourd et protecteur. J'ai traversé la maison silencieuse, passant devant la porte close de Tara Coleman, puis celle de Brett Shaw. Un silence pesant régnait, un silence qui n'avait rien de paisible, mais tout de l'oppression. Chaque pas résonnait sur le parquet, amplifiant la solitude et l'urgence qui m'habitaient. Je suis monté dans ma voiture, mes mains agrippant le volant avec une force inhabituelle. Une seule pensée aussi régulière et implacable qu'un métronome traversait mon esprit. David m'avait laissé quelque chose. Il y a 22 miles entre East Nashville et l'aéroport international de Nashville. C'est principalement de l'autoroute, le genre de trajet qui vous offre le temps de penser que vous le vouliez ou non. Ce matin-là, je ne le voulais pas, mais le temps de réflexion m'a été imposé. Le dernier mois s'est rejoué dans ma tête, par fragments, se concentrant sur 2 visites précises. David était venu 2 fois dans mon atelier-garage au cours des 6 dernières semaines de sa vie. Le garage est une structure indépendante, située à l'arrière de la propriété. Un espace de 12 par 20 pieds que j'ai rempli au fil des ans d'un établi robuste, d'une lampe loupe et d'un désordre organisé qui n'a de sens que pour celui qui l'a créé. C'est là que je restaure des montres de poche anciennes. Une Illinois Bunn spéciale de 1962 reposait sous la lampe depuis 3 mois, son mouvement à moitié démonté, en attente. Quand David était plus jeune, il s'asseyait sur le tabouret près de la porte et me regardait travailler. Il disait que c'était le seul endroit au monde où rien n'était urgent. Il est venu 2 fois ce dernier mois. Les 2 fois, il s'est assis sur ce tabouret familier, et les 2 fois, il est parti sans dire ce qu'il était venu dire. Lors de la seconde visite, il est resté dans l'embrasure de la porte pendant 10 minutes,
parlant de futilité, la météo, la saison de chasse. Puis il a commencé « Papa, si jamais… » Il s'est arrêté, a essayé à nouveau, si quelque chose arrivait, et c'est à ce moment-là que Tara Coleman l'a appelé depuis la maison, et il est parti. J'avais cru que c'était un cancer. C'est la première chose qui vient à l'esprit d'un homme de mon âge. Je lui avais laissé de l'espace, pensant que c'était ce dont il avait besoin. Il ne se préparait pas à un diagnostic. Il se préparait à me révéler la vérité sur sa femme. Charlie Griffin m'a rencontré au comptoir des services aux passagers, dans le terminal C. Jeune homme, visiblement mal à l'aise avec la situation, mais il la gérait avec une discrétion et une décence remarquables. Son regard était empreint d'une compassion silencieuse. Il a consulté le registre des décès. Il savait. Il a apporté le sac sans en rajouter à ma peine. C'était un vieux sac de voyage bleu marine, souple, de la couleur d'une échymose profonde. À l'intérieur, sur la doublure en tissu en marqueur indélébile noir, était écrit « D. Coleman ». Pas une étiquette, mais directement sur le tissu, de l'écriture de David. Je l'aurais reconnu n'importe où. J'ai porté le sac jusqu'à ma voiture, garée au 2e niveau du parking, et je me suis assis, le sac sur mes genoux, avant de l'ouvrir. Son passeport était posé sur le dessus. En dessous, une enveloppe blanche non scellée. À l'intérieur, 20 liasses de billets, chacune attachée par une bande de papier. 20 000 $ en espèces, arrangés avec la précision méticuleuse d'un homme qui avait besoin que son père comprenne, ce n'était pas un accident. Sous l'enveloppe, un enregistreur vocal numérique, le modèle bon marché, en plastique noir de la taille d'un jeu de cartes. 29 $ chez Target. Au dos, un post-it, l'adhésif un peu fané mais toujours en place, avec l'écriture de David « Papa, appuie sur lecture ». J'ai appuyé sur lecture. Le léger sifflement ambiant d'une pièce que j'ai reconnue immédiatement. La cuisine du 2214 Hilldale Drive. Le bourdonnement familier du réfrigérateur, la résonance particulière du son sur les carreaux, puis la voix de Tara Coleman, claire et professionnelle. Si le vieil homme établit une nouvelle procuration avant que nous ne déménagions, tout s'effondre. J'ai déjà parlé à Hunter Volos. Il dit que nous pouvons établir l'incapacité par l'intermédiaire de 2 médecins. Il faut juste des documents remontant assez loin. Bradshaw, d'une voix plus monocorde, légèrement ennuyée. « Et s'il va voir un avocat ?» Tara Coleman, avec une assurance froide. « Il ne le fera pas. Il ne se doute de rien. Il reste juste dans son garage avec ses montres. » J'ai éteint l'enregistreur. Je suis resté assis dans le parking, fixant le mur de béton à 4 pieds devant moi, et j'ai repensé aux 4 dernières années. À la façon dont Tara Coleman avait évolué dans la maison dès le début. Non pas comme une invitée, ni même comme une résidente, mais comme une arpenteuse, faisant l'inventaire, mesurant chaque recoin. À Bradshaw m'appelant « le vieil homme » à travers les murs que j'avais construits avec mon propre argent. À David Coleman, assis sur le tabouret du garage, tournant cette montre Hamilton dans ses mains, disant qu'elle fonctionnait parfaitement maintenant et incapable de dire le reste de ce qu'il était venu dire. Il savait. Pas tout, mais suffisamment. Il n'avait pas passé ces dernières semaines à me dire qu'il avait peur. Il les avait passées à me construire ceci. Un passeport pour établir son identité et sa présence d'esprit légale. 20 000 $ pour financer ce qui allait suivre. Et 30 secondes d'audio enregistrées dans sa propre cuisine. Je sais ce qu'est une preuve. J'ai passé 31 ans dans les salles d'audience. Je sais ce que signifie le consentement d'une seule partie dans l'État du Tennessee. Et je sais ce que dit la section TCA 39-13-6001 sur les enregistrements effectués par un participant à une conversation. David Coleman avait été dans cette cuisine. David Coleman avait fait cet enregistrement. Quoique l'avocat Hunter Volos et ses 2 médecins complices aient pu planifier,
Ils n'avaient pas prévu un homme mort qui avait fait ses devoirs en premier. Lors d'une déposition, il existe deux types de personnes. Il existe deux catégories d'individus lors d'une déposition, ceux qui se croient les plus intelligents de la salle et ceux qui sont réellement préparés. En 31 ans de carrière, je n'ai jamais vu la première catégorie l'emporter, pas une seule fois. La véritable intelligence réside souvent dans la minutie, la prévoyance et une préparation inébranlable. Je remis l'enregistreur dans le sac, sentant le poids rassurant de l'appareil entre mes doigts, puis je refermai la fermeture éclair avec un clic net. Mon téléphone portable glissa de ma poche, son écran s'illuminant sous mes doigts. Je tapais ma recherche « Avocat, succession, Nashville, Tennessee, litige testamentaire ». Les résultats défilèrent et le troisième attira mon attention. Lindsay Reed, J.D., 315 Church Street, bureau 507, spécialisé dans les litiges successoraux et les contestations de testament. Un commentaire, particulièrement éloquent, la décrivait comme « quelqu'un que vous ne voulez absolument pas avoir de l'autre côté de la table ». Cette phrase résonna en moi, un gage de son efficacité redoutable. J'appelais. Une voix automatisée, impersonnelle et polie me guida vers la messagerie vocale. Je pris une profonde inspiration, puis je laissai un message, chaque mot pesé, chaque syllabe contrôlée. « Mon fils est décédé récemment, commençai-je, la voix étonnamment stable. Sa succession est sur le point d'être contestée de mauvaise foi. Je possède des documents qui seront pertinents, et j'ai besoin d'un rendez-vous dès demain matin. » Je maintenais ma voix à un niveau égal, une compétence que j'avais perfectionnée au fil des ans, masquant l'urgence et la colère bouillonnantes sous une façade de calme inébranlable. 31 ans dans les salles d'audience vous apprennent à maîtriser chaque inflexion. Je déposai le téléphone sur le siège passager, mon regard se posant sur le sac posé sur mes genoux, son contenu lourd de promesses et de révélations. « Il ne fait que s'asseoir dans ce garage avec ses montres », avait dit Tara Coleman. Elle avait raison sur un point. Je passe effectivement du temps dans le garage avec mes montres. Je démonte des mécanismes figés depuis des décennies. Je traque la moindre défaillance, la plus infime pièce défectueuse, et je les répare, pièce par pièce, jusqu'à ce qu'elles fonctionnent à nouveau, avec une précision parfaite. Cela exige de la patience, une patience infinie. Cela demande une précision chirurgicale. Et surtout, cela requiert la volonté de démonter entièrement quelque chose, de le réduire à ses composants les plus élémentaires, avant de pouvoir le restaurer, de le ramener à son état optimal. Je mis le contact de la voiture. C'était précisément ce que j'étais sur le point de faire avec la situation présente. Le lendemain matin, à 9h02 précise, je composai à nouveau le numéro du bureau de Lindsay Reed. Cette fois, une vraie personne répondit, sa voix claire et professionnelle. Elle m'informa que Madame Reed pourrait me recevoir à 11h30. Je notai l'adresse que je connaissais déjà par cœur, 315 Church Street, bureau 507, et confirmai ma présence. Les 2 heures qui précédèrent le rendez-vous furent consacrées à une activité dans laquelle j'excellais, rester immobile et observer attentivement. Ce n'était pas de l'oisiveté, mais une forme de méditation active, une préparation mentale où chaque détail de mon environnement était enregistré, analysé, sans un mouvement superflu. Tara Coleman descendit les escaliers à 9h45. Elle était vêtue avec soin, non pas en noir cette fois, mais dans un gris discret qui murmurait « en deuil mais fonctionnel ». Un changement de costume que j'enregistrais instantanément, une mise en scène calculée pour l'observateur. Elle se prépara un café, le rituel matinal accompli, sans un regard, sans une offre pour moi. Elle se posta devant le comptoir, son téléphone à la main, et toutes les 30 secondes, son regard glissait vers le couloir où se trouvait le bureau de David Coleman. La porte était fermée, verrouillée par mes soins la veille au soir. Elle ne tenta pas de tourner la poignée. Elle se contenta de la fixer à 2 reprises,
avec cette intensité particulière que l'on réserve à ce qui devrait déjà vous appartenir, mais qui vous échappe encore. Brett Shaw descendit à 10h20, vêtu d'un pyjama qui avait manifestement connu des décennies plus glorieuses, un témoignage silencieux de son indifférence aux apparences. Il resta planté devant le réfrigérateur ouvert pendant 1 minute entière, son regard vide balayant les étagères clairsemées, avant de le refermer sans prendre quoi que ce soit. « Il nous faut des courses », marmonna-t-il à personne en particulier, sa voix traînant dans l'air matinal. J'étais assis à la table de la cuisine, absorbé par mon journal. Je levai les yeux vers lui. Nos regards se croisèrent pendant 1 seconde à peine, une fraction de temps où une tension palpable flotta. Puis il trouva soudain un point d'intérêt fascinant au plafond, qui sembla requérir toute son attention. Il tourna les talons et remonta à l'étage, laissant derrière lui un silence pesant. Tel était l'arrangement tacite dans cette maison que j'avais bâtie de mes propres mains, brique par brique, rêve par rêve. La maison où j'avais élevé David Coleman, où chaque recoin portait l'écho de son enfance. La maison où, selon le plan qu'ils avaient échafaudé, je comprenais à présent que j'étais censé n'être qu'un bruit de fond, une présence gênante et insignifiante. Le vieil homme encombrant, reclus dans son garage, prétendument inattentif, facile à ignorer, à écarter. Leur erreur était de croire que l'inattention était synonyme d'ignorance. Je vidai ma tasse de café, le liquide amer laissant un arrière-goût persistant. Puis je pris la route de Church Street. Lindsay Reed était une femme d'une 40aine d'années, son allure dégageant une assurance tranquille. Sa posture était d'une précision remarquable, le genre de maintien que l'on acquiert après des années passées à faire face à des individus difficiles de l'autre côté d'une table. Elle me serra la main fermement, son regard direct et perçant. « Racontez-moi tout », dit-elle d'une voix posée. « Ne résumez pas, c'est moi qui déciderai de ce qui est important. » Et ainsi, je parlais pendant 40 minutes ininterrompues. Elle ne m'interrompit pas une seule fois, son attention rivée sur mes paroles. Elle prenait des notes sur un bloc-notes juridique jaune, son écriture cursive étant illisible depuis l'autre côté du bureau, un secret professionnel bien gardé. Lorsque j'eus terminé, elle posa son stylo, le petit bruit résonnant dans le silence de la pièce. « L'enregistrement, vous l'avez toujours dans votre voiture ?» demanda-t-elle, son regard scrutateur. « Au Tennessee, le consentement d'une seule partie est suffisant, en vertu de la section TCA 39-13-6001. Si David Coleman a initié l'enregistrement et était présent, il est la partie consentante. C'est recevable. » Un soupir de soulagement m'échappa, presque imperceptible. Le passeport aide à établir que le sac lui appartenait. L'écriture manuscrite devra être authentifiée, mais c'est gérable. Elle tapota son stylo sur le bloc-notes. A-t-elle déjà entrepris des démarches concernant la succession ? Rien n'est encore arrivé, répondis-je. Donnez-lui 1 semaine, peut-être 2. Elle se pencha légèrement en arrière, son expression devenant plus grave. En attendant, ne changez absolument rien dans cette maison. Ne leur demandez pas de partir, n'aggravez pas la situation. Au moment où vous le ferez, vous leur offrirez un récit tout fait, la veuve éplorée face au beau-père difficile. Laissez-les se sentir à l'aise. Les gens à l'aise commettent des erreurs. Elle me recommanda ensuite un détective privé, un certain Claude Wilson, dont le bureau se trouvait sur Eastland Avenue. Minutieux et peu enclin aux conversations inutiles, précisa-t-elle. Exactement ce dont j'avais besoin, un homme d'action discret et efficace. Je repris le chemin de Hilldale Drive, l'esprit plus clair que je ne l'avais été depuis 3 jours, une détermination nouvelle s'ancrant en moi. Ce que je découvris en arrivant me figea net dans le couloir. Le bureau de David Coleman avait été vidé, pas saccagé, non. Vidé avec une efficacité méthodique, celle de quelqu'un qui savait précisément de combien de temps il disposait. 6 cartons scellés étaient empilés dans le couloir, chacun étiqueté d'un marqueur noir. Donné.
Je fis 4 allers-retours, transportant les 6 boîtes jusqu'au garage, où je les empilai soigneusement contre le mur du fond. Je verrouillai le pen dormant et gardai la clé sur moi, un petit geste de possession. Quand Tara Coleman revint 1 heure plus tard, elle passa devant le couloir désert sans un mot, son regard balayant l'espace vide. À travers la fenêtre de la cuisine, je la vis immobile, son regard fixé vers le garage, une interrogation silencieuse dans ses yeux. J'étais à mon établi, nettoyant mes outils. Nos regards se croisèrent à travers les 2 vitres, et je lui offris un sourire. Petit, agréable et entièrement sincère. Elle détourna le regard, visiblement décontenancée. Elle ne pouvait pas savoir que ce sourire n'était ni de la confusion ni une simple politesse. C'était la promesse silencieuse d'une restauration imminente après un démontage complet. C'était l'expression d'un homme qui venait de retirer ses pièces les plus importantes de l'échiquier avant que son adversaire ne puisse les atteindre. Une satisfaction froide et stratégique s'ancra en moi, un sentiment de contrôle retrouvé. Cette nuit-là, vers 23 heures, l'électricité du garage se coupa. Pas celle de la maison, juste celle du garage. Le panneau de disjoncteur extérieur, accessible de l'extérieur, avait été manipulé. J'entendis le clic sec et me retrouvai plongé dans une obscurité soudaine, assis avec les 6 boîtes de dossiers de David et la montre de poche sous la lampe éteinte. Je restai là un instant, écoutant le silence qui m'enveloppait. La maison était absolument muette. Aucune musique de l'étage, pas de télévision, rien. Juste l'obscurité du garage et l'odeur ténue d'huile de machine et de vieux papier. L'air se fit plus frais et une certitude glaciale s'installa en moi. Tara Coleman était à l'œuvre. Puis, sans hésitation, je pris la lampe de poche dans le 2e tiroir de l'établi, là où j'en gardais une depuis 22 ans. Je suis un homme qui anticipe l'évidence, et cette habitude me servait bien. Je continuai mon travail, la lumière concentrée du faisceau perçant l'obscurité. Il était bien plus de 1 heure du matin quand, presque au fond de la 4e boîte, je le trouvai. Une chaîne d'emails imprimés, soigneusement rangés dans un dossier intitulé « Correspondance, musique 2024 ». 6 messages échangés entre l'adresse de Tara Coleman et celle d'une personne identifiée dans le bloc de signature comme Hunter Volos, avocat. Le premier message était daté de début décembre, 3 mois avant la mort de David Coleman. L'objet disait « Re-Timeline Revised ». Je lus chaque mot à la lumière de la lampe de poche, et quand j'eus terminé, mes mains étaient parfaitement stables. Ils avaient planifié cela depuis décembre. La révélation ne provoqua pas de choc, mais une confirmation, une clarté glaçante qui solidifia ma détermination. Le bureau de Claude Wilson se trouvait au 2e étage, au-dessus d'un café animé sur Eastland Avenue. L'escalier extérieur du bâtiment, abrupt et fonctionnel, me parut soit charmant, soit révélateur de l'homme. Il me rappela que l'efficacité n'avait pas besoin d'être ostentatoire. Il me rappela dans l'heure qui suivit mon message, sa voix ne gaspillant pas une seule syllabe. Le tarif est de 1 800 $ pour une recherche financière de base. 2 semaines, parfois moins. J'ai besoin de noms, d'adresses connues, de toutes les informations de compte que vous possédez déjà. Je n'ai pas besoin de savoir pourquoi. J'appréciais cette approche directe, cette absence de fioriture. « J'apprécie cela », répondis-je. Nous nous rencontrâmes l'après-midi suivant. Claude Wilson avait la cinquantaine, svelte, avec les yeux vifs et prudents d'un homme dont le métier est d'observer les autres sans être lui-même observé. Son bureau était d'une sobriété frappante. Un bureau, 2 chaises, un classeur. Rien sur les murs, aucune décoration personnelle. Juste les outils nécessaires à sa tâche, une efficacité sans fard qui me convenait parfaitement. Je lui remis tout ce que j'avais. Le nom complet de Tara Coleman, ses adresses, les institutions financières de David Coleman, Fifth Third Bank et une coopérative de crédit sur Nolanville Pike,
et le nom Hunter Volos tiré de la chaîne d'email. Je lui tendis également les photographies des emails que j'avais prises à la lampe de poche la nuit précédente. Il les examina sans la moindre expression. « Comment vous êtes-vous procuré cela » demanda-t-il d'une voix neutre. « Il se trouvait dans les dossiers de mon fils, dans mon garage, sur ma propriété, » répondis-je, la voix tout aussi calme. Un seul hochement de tête. Suffisant. Pendant que Claude Wilson travaillait, je fis ce que Lindsay Reed m'avait conseillé, rien de visible. Je me montrais présent, poli, mais parfaitement insignifiant. Je prenais mon petit déjeuner dans la cuisine, tandis que Tara Coleman s'activait autour de moi avec l'aisance calculée de quelqu'un qui joue un rôle devant un public. Brett Shaw fit venir des gens 3 soirs cette semaine-là, bruyants, tardifs, se sentant parfaitement à l'aise dans une maison qui n'était pas la leur. Je documentais tout, les dates, les heures, les descriptions précises dans un petit carnet que je gardais dans la poche de ma chemise. 31 ans d'instinct de transcription ne disparaissent pas à la retraite. Ils attendent simplement quelque chose qui vaille la peine d'être enregistré. Mon calme extérieur masquait une vigilance constante, chaque détail étant une pièce potentielle du puzzle. Le 9e jour, Tara Coleman glissa une enveloppe sous la porte de ma chambre. À l'intérieur, une seule page manuscrite sur du papier à lettres. Elle expliquait avec force détail et une fausse délicatesse qu'en tant que veuve de David Coleman, elle avait un lien émotionnel avec la maison qui méritait une considération attentive. Elle suggérait un arrangement mutuellement bénéfique concernant la propriété et presque en passant, vers le bas de la page, une phrase insidieuse. « Je suis sûr que nous savons tous les deux qu'un stress prolongé n'est bon pour la santé de personne, surtout à un certain âge. Les bons médecins seraient certainement d'accord. » Je la lus 2 fois, le sous-entendu menaçant résonnant clairement. Puis, avec une satisfaction tranquille, je la plaçai dans le dossier que j'avais étiqueté « pièce A ». Le 11e jour, Claude Wilson m'appela et vint me rejoindre au café en bas de son bureau. Il posa un rapport imprimé de 9 pages sur la table et me le présenta sans préambule. Tara Coleman avait ouvert un compte personnel à la Regions Bank en octobre précédent, 5 mois avant la mort de David Coleman. Entre octobre et février, ce compte avait reçu 11 virements totalisant 34 200 $. Les 11 avaient été initiés depuis l'application bancaire mobile de David Coleman, et les 11 s'étaient produits entre 23 heures et 1 heure du matin. « C'est l'heure à laquelle une personne dort », fis-je remarquer, la voix grave. « Ou quand quelqu'un d'autre a son téléphone », rétorqua Wilson, son regard perçant. Il tourna à la page 4. « Il y a plus. » En novembre précédent, un notaire sur Murfreesboro Road avait reçu une demande d'une femme correspondant à la description de Tara Coleman pour préparer une procuration durable au nom de David Coleman. Le notaire avait refusé. « Le mandant doit comparaître en personne », expliqua Wilson. Elle était partie sans incident, une procuration durable. Si elle avait été complétée, Tara Coleman aurait eu pleine autorité légale pour agir au nom de David Coleman. Décision financière, transfert de propriété, tout, sans son implication. Le notaire a refusé, alors ils sont passés à la phase suivante, attendre puis contester le testament. « Volos », dis-je, le nom s'échappant de mes lèvres comme une évidence. « Avez-vous trouvé quelque chose ?» Avocat civil agréé au Tennessee depuis 2018, principalement en litiges successoraux. Il a représenté un client, possiblement sous un alias, dans un litige successoral dans le comté de Shelby en 2022, réglé à l'amiable. Wilson referma le rapport, le claquement léger du papier résonnant dans le café. Un schéma. Je lui ai remis 1 800 $ en espèces, puisés dans l'enveloppe de David. Ce geste me semblait juste, comme si l'argent revenait à sa source légitime, une sorte de réparation silencieuse. Cet après-midi-là, j'ai apporté tous les documents à lire, une pile de papier qui pesait lourd de révélations potentielles.
Je me suis assis en face d'elle, observant Lindsay Reed tandis qu'elle parcourait le rapport de Wilson, son visage impassible, concentré. Quand elle a levé les yeux, son expression était purement professionnelle, dénuée de toute émotion superflue. D'après mon expérience, cette neutralité calculée était toujours le signe que les informations contenues dans le rapport étaient non seulement pertinentes, mais aussi éminemment exploitables. Je vais déposer une demande formelle d'audit financier des comptes joints auprès du tribunal des successions, a-t-elle déclaré, sa voix claire et décidée. Et je veux que vous informiez la Fifth Third Bank par écrit, via mon cabinet, que la succession fait l'objet d'un examen juridique approfondi. Cela signifie qu'il n'y aura aucun accès au coffre-fort sans une ordonnance du tribunal. Elle a ajouté, anticipant ma question, « Elle n'a pas encore tenté d'accéder à la banque, pas encore. Mais soyez certain qu'elle a la même idée en tête que vous. » Lindsay Reed a repris son stylo, le faisant tourner entre ses doigts avec une légère hésitation. « Monsieur Coleman, a-t-elle commencé, son ton devenant plus grave, je veux être direct avec vous. Ce que Wilson a découvert, combiné à l'enregistrement que vous avez fourni, nous place dans une position très solide. Cependant, cette procédure va prendre des mois, et pendant tout ce temps, vous allez continuer à vivre sous le même toit que des personnes qui n'ont manifestement pas l'intention de s'arrêter. Je sais, ai-je répondu, ma voix empreinte d'une résignation amère mais ferme. Elle m'a regardé attentivement. « Est-ce que vous tenez le coup ?» Mon esprit a fait un rapide inventaire, la lampe de poche dans le deuxième tiroir, le carnet discret dans la poche de ma chemise, les 6 cartons scellés dans le garage, et ce sourire narquois aperçu à travers 2 vitres, un souvenir glaçant. J'avais passé 31 ans de ma vie professionnelle dans des salles d'audience, face à des individus convaincus d'être les seuls à observer, les seuls à comprendre les enjeux. J'avais appris à lire entre les lignes, à anticiper les mouvements. Je m'en sors très bien, ai-je affirmé, le regard ancré dans le sien, une assurance que je voulais inébranlable. J'ai pris le chemin du retour, le ciel au-dessus d'East Nashville, virant à un gris plat et uniforme, annonciateur du crépuscule. J'étais presque arrivé à l'allée de ma maison lorsque mon téléphone a vibré. C'était Lindsay Reed. « Elle a déposé sa requête cet après-midi », a-t-elle annoncé sans préambule. « Tara Coleman a demandé la contestation du testament. Les motifs invoqués sont influence indue et absence de capacité testamentaire. » Un silence pesant a suivi. L'audience est prévue dans environ 3 mois. Je suis resté assis dans la voiture, le regard fixé sur la façade de la maison où des lumières commençaient à s'allumer. 3 mois. Ce laps de temps résonnait en moi, non pas comme une menace, mais comme une opportunité. J'avais un enregistreur, un rapport financier de 9 pages, une chaîne d'emails remontant à décembre et une lettre qui, en substance, menaçait ma santé par écrit. J'avais le temps, la patience et surtout cette clarté d'esprit qui naît de la connaissance précise de toutes les pièces en jeu sur l'échiquier. Fort de cette certitude, je suis finalement entré. J'ai lancé un « bonsoir Tara » et un « bonsoir Brett » dans le silence de la maison. Aucune réponse n'est venue, seulement l'écho de mes propres mots se perdant dans le couloir, soulignant l'hostilité latente qui imprégnait l'air. Je me suis dirigé vers le garage, un lieu qui était devenu mon sanctuaire de réflexion et de préparation. Là, j'ai pris en main la montre de poche, une Illinois Bone Special de 1962. Le ressort principal s'est parfaitement mis en place sous mes doigts experts. J'ai refermé le boîtier, puis je l'ai remonté de 3 tours précis. Elle s'est mise à égrener le temps, son tic-tac régulier, mesuré, sans hâte aucune. 3 mois, ai-je pensé, c'est amplement suffisant. Je savais avec une précision chirurgicale ce qui allait suivre. L'audience était donc dans 3 mois. J'ai consacré ces mois à la même tâche que celle qui avait occupé mes 31 ans passés dans les salles d'audience, constituer un dossier irréfutable. Chaque détail, chaque observation, chaque preuve serait méticuleusement consignée.
La première instruction de Lindsay Reed, transmise par téléphone 2 jours après le dépôt de la requête de Tara Coleman, était d'une clarté et d'une spécificité absolue. « Installez une caméra dans le garage », m'avait-elle dit. « Documentez absolument tout ce qu'ils font sur votre propriété, les dates, les heures et les témoins si possible. Nous cherchons à établir un schéma de comportement, pas seulement des incidents isolés. » Le lendemain matin, sans perdre un instant, j'ai conduit jusqu'au Best Buy de Gallatin Pike. J'y ai dépensé $189 pour une caméra de sécurité compacte, dotée d'un objectif grand angle et d'une fonction de stockage dans le cloud. De retour à la maison, je l'ai montée au-dessus de la porte du garage, en l'orientant de manière à couvrir l'intégralité de l'intérieur et l'approche depuis l'extérieur. J'ai ensuite configuré l'application sur mon téléphone, une tâche simple et rapide. L'ensemble de l'opération m'a pris à peine 40 minutes, un investissement minime pour une tranquillité d'esprit inestimable. Cet après-midi-là, comme pour confirmer mes soupçons et la pertinence de mon installation, Brett a de nouveau coupé l'alimentation électrique du garage. Mais cette fois, la caméra avait déjà eu le temps de télécharger 4 heures d'enregistrement sur le stockage cloud avant la coupure. Il est entré dans le champ de vision pendant 11 secondes, son visage entièrement visible, sa main se dirigeant vers le panneau de disjoncteurs extérieurs, le tout d'une clarté limpide, comme en plein jour. J'ai méticuleusement consigné l'incident dans mon carnet, la date, l'heure exacte et une description détaillée de ses actions. Le dossier dans ma chambre, qui n'était au début qu'une simple enveloppe manille, s'était transformé en un classeur de 2 pouces d'épaisseur, débordant de preuves accumulées. La semaine a rapidement trouvé son rythme, une routine étrange et tendue. Tara Coleman continuait de jouer à la veuve patiente et affligée. Sa douleur était palpable, mais jamais excessive, toujours sous contrôle. Ses demandes étaient formulées comme de simples considérations, sa voix toujours égale, mesurée. Elle était, il fallait bien le reconnaître, remarquablement douée pour ce rôle. Brett, en revanche, était beaucoup moins discipliné. Dès le premier week-end, il a invité des amis, 4 d'entre eux, qui sont restés dans mon salon bien après minuit, parlant et riant à un volume qui laissait entendre qu'ils croyaient que la maison existait uniquement pour leur propre commodité. J'ai scrupuleusement noté l'heure d'arrivée, l'heure de départ de chacun, et le lendemain matin, j'ai relevé les 6 canettes de bière abandonnées près du bac de recyclage. Je les ai photographiées, chaque image servant de preuve silencieuse. 6 canettes de bière ne constituent pas en soi un dossier juridique solide, mais les schémas, les habitudes, se construisent précisément à partir de ces petits détails, de ces infractions répétées qui, mises bout à bout, révèlent une intention. Environ 2 semaines plus tard, Lindsay Reed m'a appelé pour m'informer que Tara avait tenté d'accéder au coffre-fort de David à la Fifth Third Bank, située sur West End Avenue. La banque, ayant bien reçu notre avis écrit, avait catégoriquement refusé sa demande. La directrice de l'agence avait même contacté Lindsay Reed directement pour lui rendre compte de l'incident. Tara avait été, selon le rapport, d'une politesse irréprochable, remerciant la femme au guichet avant de partir sans faire d'esclandre. Elle l'a remercié, ai-je répété, une pointe d'amertume dans la voix. Ce qui me dit qu'elle a déjà un plan de secours en tête. Lindsay Reed a marqué une brève pause, laissant mes mots résonner. La requête pour l'audit financier est déposée, a-t-elle finalement repris. Nous devrions obtenir un accès ordonné par le tribunal au relevé des comptes joints d'ici 3 à 4 semaines. Pendant ce temps, j'ai continué à travailler méthodiquement sur les cartons du garage. La plupart contenaient des documents de routine, déclarations de revenus, garanties, anciennes correspondances d'assurance. C'était le genre de papiers accumulés qu'un homme méticuleux conserve précieusement, sans jamais s'attendre à ce que quiconque d'autre les lise un jour. Je les ai examinés systématiquement, 1 heure à la fois, commençant par l'année la plus ancienne et progressant vers le présent. J'avais à mes côtés un bloc-notes jaune, du même type que celui que Lindsay Reed utilisait, et j'y consignais tout ce qui me semblait le moindrement significatif.
une police d'assurance que je ne reconnaissais pas, un relevé de carte de crédit d'un compte dont je n'avais jamais entendu David parler. Une carte de garantie pour un ordinateur portable que Brett, j'allais le confirmer plus tard, utilisait actuellement à l'étage. Chaque élément suspect rejoignait une pile distincte. Chaque pile était ensuite soigneusement rangée dans un dossier. Et chaque dossier, à son tour, trouvait sa place dans le classeur, contribuant à l'édifice de preuves que je construisais patiemment. Dans la 5e boîte, au fond d'un dossier sans étiquette, je découvris une impression. C'était une série de courriels échangés entre David Coleman et un cardiologue de Charlotte Pike. Les dates s'étalaient sur décembre et janvier, soit 6 semaines avant son décès. David y décrivait des symptômes préoccupants, une fatigue soudaine et accablante, des vertiges occasionnels, et une lourdeur dans la poitrine qu'il disait distincte de l'anxiété, qu'il savait pourtant reconnaître. Dans le 4e message, il demandait avec prudence si de tels symptômes pouvaient être liés à son régime alimentaire. Ce n'était pas une accusation, juste la tentative d'un homme de comprendre ce qui arrivait à son propre corps. Le médecin lui avait recommandé un rendez-vous en personne. David n'avait jamais pu s'y rendre. Je restais assis un long moment, la feuille imprimée entre les mains, le poids de cette découverte écrasant. Je repensais à décembre, à David Coleman venant 2 fois au garage, se tenant dans l'embrasure de la porte, ses phrases inachevées, ses pensées suspendues. Je me remémorais la montre Hamilton qu'il avait fait tourner entre ses doigts, et cette chose qu'il avait failli dire. Il n'avait pas seulement eu peur, il avait tenté de documenter ce qui lui arrivait, seul et en silence, de la même manière que j'avais moi-même consigné les affaires d'autres personnes pendant 3 décennies. Il n'avait simplement pas su à qui envoyer ces informations. Il ignorait encore que la personne la plus à même de les recevoir se trouvait à 40 pieds de là, dans un garage, occupé à réparer une montre de poche. Le lendemain matin, je portais l'impression à Lindsay Reed. Je lui expliquais ce que je pensais que cela signifiait, la gravité de cette découverte. Je lui dis que je voulais qu'elle la remette au bureau du procureur de district. Elle examina les pages avec une attention méticuleuse, ses yeux parcourant chaque ligne, chaque mot. « Cela change la nature de l'affaire », dit-elle d'une voix grave et significative. « Êtes-vous prêt à cela ?»« Oui, » répondis-je, ma propre voix empreinte d'une détermination inébranlable. 3 jours plus tard, elle m'appela. Sa voix était plus douce, plus mesurée que d'habitude. « J'ai rencontré un enquêteur au bureau du procureur de district cet après-midi », annonça-t-elle. « Ils ouvrent une enquête préliminaire sur les circonstances du décès de David Coleman. Ce n'est pas encore une affaire formelle, mais ils examinent la situation de près. » Une brève pause s'installa, lourde de sens. Tara Coleman n'est pas au courant. Dehors, j'entendis la voiture de Tara Coleman s'engager dans l'allée. Je la regardais à travers la fenêtre de la cuisine, tandis qu'elle remontait l'allée principale, son sac à main négligemment posé sur l'épaule, son allure calme et posée, sans hâte. Elle ne savait pas qu'à l'autre bout de la ville, quelqu'un venait d'ouvrir un dossier portant son nom. L'audience était fixée un mardi matin au palais de justice du comté de Davidson, sur la 2e avenue Nord. C'était un bâtiment que j'avais traversé des centaines de fois en 31 ans de carrière, bien que jamais de ce côté-ci de la barre. J'arrivai 40 minutes en avance et m'assis au 2e rang aux côtés de Lindsay Reed. Ces dossiers étaient arrangés avec la précision de quelqu'un qui avait plaidé un grand nombre d'affaires et n'avait pas perdu celle qui lui tenait à cœur. Tara Coleman arriva peu après, accompagnée de Hunter Volos. Il portait un costume bien ajusté d'un homme d'une 30aine d'années, affichant l'assurance exercée de celui qui a l'habitude d'entrer dans une pièce et d'en prendre le contrôle. Il salua la juge Morris d'un hochement de tête mesuré, gérant soigneusement les impressions. Brett Shaw arriva séparément et prit place dans la galerie. Il croisa mon regard un instant, puis détourna les yeux. La juge Morris était une femme d'une 60aine d'années, aux cheveux striés d'argent
et à l'allure de quelqu'un qui avait entendu toutes les variations de la difficulté humaine et qui ne conservait qu'une infime capacité à être surprise. L'audience commença à 9 heures. Hunter Volos présenta son argumentation en 12 minutes. Influence indue exercée par le père, manque de capacité testamentaire au moment de la signature. Il fit appel à 2 médecins témoins. Le premier docteur avait vu David Coleman une seule fois, en octobre précédent, pour une visite de bien-être général. Il témoigna que David avait semblé confus sur certains détails et pas entièrement présent. Sous le contre-interrogatoire de Lindsay Reed, il confirma n'avoir effectué aucune évaluation cognitive standard. Il reconnut que « pas entièrement présent » n'était pas un terme clinique. Il confirma également qu'une seule visite de bien-être ne constituait pas une base pour un diagnostic d'incapacité. Ses réponses devinrent de plus en plus brèves à mesure que les questions s'enchaînaient. Le second témoin n'avait jamais rencontré David Coleman en personne. Il avait examiné une description des symptômes fournis par Tara Coleman et avait formé l'opinion que David aurait pu souffrir d'un déclin cognitif. Lindsay Reed lui demanda d'un ton aimable s'il avait examiné les dossiers médicaux réels de David. Il répondit par la négative. Elle lui demanda alors si le fait de formuler des opinions cliniques sur un patient qu'il n'avait jamais examiné, en se basant sur une description provenant d'une partie intéressée dans une procédure judiciaire, était une pratique courante. Il admit que la situation était inhabituelle. La juge Morris nota quelque chose, puis Lindsay Reed déclara « Votre honneur, nous souhaiterions soumettre une pièce à conviction directement pertinente pour la crédibilité de cette requête. » Elle tendit simultanément des copies au greffier et à Hunter Volos. Hunter Volos jeta un œil au résumé de la transcription. Quelque chose se contracta dans sa mâchoire. Ce n'était pas une réaction, mais plutôt la suppression d'une réaction. « Objection !» s'écria-t-il. « Cet enregistrement a été réalisé sans la connaissance ou le consentement des parties. » Lindsay Reed se tourna vers lui avec une expression d'explication patiente. « En vertu du TCA 39-13-6001, le Tennessee n'exige le consentement que d'une seule partie à une conversation. David Coleman a initié cet enregistrement et était présent tout au long. Il est la partie consentante. » Elle se tourna ensuite vers la juge. « Nous sommes prêts à soumettre l'enregistreur physique, le sac dans lequel il a été trouvé, l'authentification de l'écriture manuscrite sur l'étiquette et la note d'accompagnement, ainsi qu'un reçu signé de l'aéroport international de Nashville documentant la chaîne de traçabilité depuis le moment de sa récupération. » La juge Morris posa son regard sur la transcription, puis sur Hunter Volos, l'avocat de la partie adverse. Ce dernier tenta une dernière fois de contester la chaîne de traçabilité de la preuve. Lindsay Reed, avec une efficacité redoutable, balaya ses arguments en seulement 4 phrases concises. Sans plus d'hésitation, la juge admit l'enregistrement comme pièce à conviction. Le greffier s'exécuta, et les 30 secondes cruciales résonnèrent dans la salle d'audience, diffusées par le haut-parleur des preuves. J'avais entendu ces 30 secondes un nombre incalculable de fois, mais les entendre ici, dans le silence solennel d'un tribunal, avec le léger bourdonnement du réfrigérateur et le son plat du carrelage de ma propre cuisine en arrière-plan, c'était une expérience tout à fait différente. C'était comme si l'intimité de mon foyer était brutalement exposée, ses secrets murmurés à la face du monde. La voix de Tara Coleman, froide et calculatrice, se fit entendre, prononçant des mots qui résonnaient désormais avec une gravité sinistre. Si le vieil homme établit une nouvelle procuration avant que nous ne déménagions, tout s'effondre. J'ai déjà parlé à Hunter. Il dit que nous pouvons établir son incapacité par l'intermédiaire de 2 médecins. Je fixai Tara. Elle était assise, les mains sagement croisées sur la table, d'une immobilité absolue. Pas un tressaillement, pas une respiration visible ne trahissait la moindre émotion. Quoi qu'il se passât derrière cette façade de calme olympien, cela restait parfaitement invisible. Je devais lui accorder ce crédit. C'était une performance magistrale,
exécuté dans les pires conditions imaginables. Brett Shaw, en revanche, était loin d'être aussi maître de lui. Il était venu pour offrir un soutien moral, un choix qui s'avérait être une leçon des plus instructives. Lorsque l'enregistrement atteignit sa propre voix, la question silencieuse « Et s'il va voir un avocat ?» traversa mon esprit. Il posa une main à plat sur la balustrade de la galerie, comme pour se stabiliser. La couleur avait déserté son visage dès la première phrase de l'enregistrement et n'était jamais revenue. Sa bouche était légèrement entr'ouverte. L'expression d'une personne assistant à l'effondrement d'une structure et réalisant, trop tard, qu'elle se trouvait à l'intérieur. J'avais déjà vu ce visage dans d'autres salles d'audience, le visage de quelqu'un confronté à une conséquence qu'il avait toujours considérée comme purement théorique, une abstraction lointaine. La juge Morris déclara la séance ajournée pour examen des preuves et fixa la suite de l'audience à environ 2 mois plus tard. La salle commença à se vider, un murmure de voix remplaçant le silence tendu. J'enfilai mon manteau. Lindsay Reed, elle, rangeait déjà ses dossiers avec le calme serein d'une femme qui savait parfaitement comment la matinée s'était déroulée. Dans le couloir, Tara Coleman me rattrapa. Elle avançait avec détermination, mais sans aucune précipitation. Toujours sous contrôle, toujours parfaitement maîtrisée, jusqu'à ce qu'elle soit à mes côtés et que je m'arrête. « Vous ne comprenez pas dans quoi vous vous engagez », dit-elle d'une voix basse et d'un ton égal. Mais derrière cette façade, quelque chose s'était effiloché, une fine fissure dans son armure. Je la regardais. Je pensais à David Coleman, en décembre, rédigeant des emails méticuleux à un médecin qu'il n'eut jamais l'occasion de revoir. Je pensais au garage dans l'obscurité, à la lampe de poche et à la chaîne d'emails intitulée « Re-Timeline Revised ». Je pensais à 3 décennies passées à rester immobile, tandis que des gens disaient des choses qu'ils croyaient impossibles à prouver autrement. J'ai passé 31 ans à enregistrer des gens qui mentaient sous serment, dis-je doucement, ma voix à peine audible dans le vaste couloir. Vous n'êtes que des débutants. Je me dirigeais vers l'ascenseur. Je ne me retournais pas. Derrière moi, rien, pas un mot, pas un pas qui me suivait, juste le long couloir de marbre du tribunal du comté de Davidson, et ce silence particulier qui tombe lorsqu'une personne comprend enfin la situation réelle dans laquelle elle se trouve. Les résultats de l'audit financier parvinrent au bureau de Lindsay Reed environ 3 semaines après l'audience. Elle m'appela un mercredi matin et me demanda de passer l'après-midi même. 5e étage, bureau 507. Le même sceau de l'État du Tennessee légèrement de travers dans la salle d'attente que j'avais commencé à considérer comme un repère fiable. Lindsay Reed déposa le rapport d'audit médico-légal de 31 pages sur le bureau entre nous. Les 34 200 $ qui avaient été transférés du compte de David Coleman vers le compte bancaire de Tara Coleman chez Regions Bank étaient désormais entièrement documentés. 11 transferts au total, tous initiés entre 23 h et 1 h du matin, et tous effectués via l'application bancaire mobile de David Coleman. L'expert comptable judiciaire était allé plus loin, examinant minutieusement les registres de la banque en réponse à l'ordonnance du tribunal. Elle avait identifié les adresses IP associées à chaque transaction. 10 des 11 correspondaient à un appareil enregistré au nom de Brett Shaw et non au téléphone de David Coleman. C'était l'appareil de Brett. Je restais assis un instant, absorbé par cette révélation glaçante. David Coleman était endormi ou incapable, et Brett Shaw était assis quelque part dans ma maison, dans la pièce que j'avais construite, sous le toit que j'avais payé, utilisant son propre appareil pour transférer de l'argent du compte de son beau-père vers celui de sa mère, au milieu de la nuit, à 11 reprises. Le rapport abordait également la question de la police d'assurance. David Coleman détenait une police d'assurance vie de 150 000 $ depuis 2019, désignant son père comme bénéficiaire principal. En septembre de l'année précédente, 6 mois avant le décès de David Coleman,
La désignation du bénéficiaire avait été modifiée au profit de Tara Coleman. Ce changement avait été effectué via un portail en ligne. L'adresse IP de cette transaction correspondait également à l'appareil de Brett Shaw. J'avais retrouvé la police originale dans les cartons du garage, la version de 2019 signée par David Coleman, me désignant comme bénéficiaire. Elle se trouvait dans le même dossier que la chaîne d'email et la correspondance du cardiologue. Le dossier que David Coleman n'avait apparemment jamais vidé, celui que Tara Coleman avait étiqueté « à donner » sans l'ouvrir. Elle n'avait pas su ce qu'il y avait dans ces boîtes. Ce fut sa première et sa plus lourde erreur. J'apportais moi-même les copies des documents d'assurance à Garrett au bureau du procureur. Pas par l'intermédiaire de Lindsay Reed, ni par aucun autre intermédiaire. Il examina la documentation relative au changement de police pendant un long moment. L'adresse IP de ceci correspond aux autres, selon le rapport d'audit, dit-il, sa voix mesurée. Il hocha lentement la tête. J'eus l'impression que Garrett était le genre d'homme qui n'exprimait pas de satisfaction pour des choses qui n'étaient pas encore conclues. Mais quelque chose dans sa posture avait changé. L'enquête était en train de s'étendre. Tara Coleman avait engagé un nouvel avocat, non pas celui de Volleys, mais un homme dont le nom m'était familier, ayant été mentionné dans les reportages d'une affaire de fraude à Nashville 2 ans auparavant. Il avait réussi à obtenir une peine réduite pour son client. Cela me révélait 2 choses essentielles. Premièrement, Tara Coleman comprenait désormais la gravité de sa situation. Deuxièmement, elle avait accès à des fonds considérables quelque part. Il s'agissait peut-être des 34 200 $ provenant du compte de la région ou d'une réserve qu'elle avait discrètement constituée par des moyens que l'audit n'avait pas encore décelés. Ce fut cette même semaine qu'elle vint au garage. J'étais penché sur mon établi, concentré. Le bun spécial que j'avais achevé depuis longtemps avait été remplacé par un projet plus récent. Une montre Hamilton de 1947 qu'un atelier de Gallatin Pike m'avait envoyée. Le balancier était fendu, une réparation délicate qui exigeait toute mon attention. J'entendis des pas crisser sur le gravier à l'extérieur, puis un léger coup frappé sur le cadre de la porte ouverte. Tara Coleman se tenait dans l'embrasure. Elle était vêtue avec soin, comme toujours, mais quelque chose dans sa contenance habituelle avait imperceptiblement changé. Ce n'était pas une rupture flagrante, rien que la plupart des gens n'auraient remarqué, mais j'avais passé 31 ans à lire les pièces et les gens qui les occupaient. Elle était en train de jauger la situation, de peser ses mots. « Je pense que nous devrions parler, » dit-elle, sa voix étonnamment calme. Je posai délicatement le balancier fissuré sur un chiffon doux. D'un geste, je lui indiquai le tabouret près de la porte, le même tabouret sur lequel David Coleman avait l'habitude de s'asseoir, des années durant, à mes côtés. Elle ne s'assit pas. Elle resta debout, les mains jointes devant elle, et prononça son offre d'une voix qu'elle avait manifestement travaillée pour qu'elle soit d'une parfaite régularité. Elle retirerait sa requête de contestation du testament entièrement et sans condition si j'acceptais de lui permettre, à elle et à Brett Shaw, de rester dans la maison pendant 1 année supplémentaire, et si j'acceptais un paiement de 50 000 $ de la succession à titre de règlement. J'écoutais l'intégralité de sa proposition sans l'interrompre, mon regard fixé sur elle, mon visage impassible. Puis je dis simplement « J'y réfléchirai ». Elle hocha la tête une seule fois, un mouvement bref et sec, puis tourna les talons et partit. J'attendis d'entendre la porte arrière de la maison se refermer, un son lointain et définitif. Alors, je tendis la main vers le tiroir de l'établi et en sortis le petit enregistreur noir, le même que David Coleman avait laissé dans son sac, celui-là même qui avait été diffusé au tribunal du comté de Davidson 3 semaines plus tôt. J'y avais mis des piles neuves le lendemain de l'audience, par précaution. J'appuyai sur « Stop ». J'avais appuyé sur « Enregistrer » à l'instant même où j'avais entendu ses pas sur le gravier à l'extérieur. L'offre,
Ses termes spécifiques, le montant en dollars, l'arrangement qu'elle proposait, tout était désormais documenté. Une offre faite à la partie adverse dans le cadre d'un litige actif, en dehors de la présence d'un avocat, enregistrée avec ma propre connaissance et mon consentement. C'était légal, clair et utile d'une manière qu'elle n'avait pas envisagée. Je remis l'enregistreur dans le tiroir. Je repris le balancier fissuré. Je pensais qu'elle croyait encore pouvoir se tirer d'affaire par la négociation. Mon téléphone sonna 2 soirs plus tard. C'était Garrett du bureau du procureur qui appelait d'un numéro que j'avais enregistré après notre première rencontre. Sa voix avait cette qualité particulière de quelqu'un qui annonce une nouvelle importante et peu réjouissante. « Monsieur Coleman, dit-il, je tiens à vous informer qu'un juge a signé un ordre d'exhumation. Les analyses toxicologiques commenceront au début du mois prochain. » Une pause s'ensuivit, lourde de sens. Je pensais que vous deviez l'apprendre directement de ma part. Je répondis, « Je vous remercie de me l'avoir dit. » Je restai assis dans la cuisine après l'appel, le téléphone posé sur la table, le silence de la maison pesant au-dessus de moi. La porte de Tara Coleman était fermée. Brett Shaw était quelque part à l'étage. Ni l'un ni l'autre ne savait ce qui venait d'être approuvé par un juge du comté de Davidson. Quoi qu'il arrive ensuite, David Coleman allait être entendu. Les résultats toxicologiques prirent un peu plus de 3 semaines. Je savais que l'examinateur avait commencé le travail. Je n'appelais pas Garrett. Je ne demandais pas à Lindsay Reed de vérifier le calendrier. Je me rendais au garage chaque matin et travaillais sur la Hamilton, prenais des notes dans mon classeur, prenais mes repas dans ma propre cuisine et disais « bonjour » à 2 personnes qui attendaient une issue différente de celle qui allait arriver. L'appel arriva à 7h31 du matin. C'était Lindsay Reed, pas Garrett. Elle avait été informée en premier par la voie légale. J'étais dans le garage, la Hamilton ouverte sur l'établi, le balancier remplacé, le mouvement réassemblé. Le bun spécial de 1962 était sur l'étagère au-dessus de la porte, fonctionnant parfaitement. Je l'y avais placé 3 semaines auparavant. « Ernest », dit Lindsay Reed. Elle ne m'avait jamais appelé par mon prénom auparavant, ce qui soulignait l'importance de ce qu'elle allait dire. Le rapport toxicologique est de retour. Des niveaux élevés de digoxine ont été trouvés dans les échantillons de tissu de David Coleman. L'évaluation du médecin légiste indique que les concentrations sont incompatibles avec tout médicament ou supplément connu que David Coleman prenait. Elles sont cohérentes avec une administration prolongée à faible dose sur plusieurs mois. Je posai le téléphone sur l'établi, le son de l'appareil heurtant le bois résonnant dans le silence du garage. Je regardais le mur au-dessus de l'établi un instant, mon esprit s'efforçant de traiter l'information. La digoxine, un médicament cardiaque. Administrée à petite dose sur une longue période, à l'insu du receveur, elle perturbe le rythme cardiaque, créant les conditions exactes du type de défaillance cardiaque soudaine qui avait emporté mon fils de 41 ans, en pleine santé, un mercredi matin de mars. David Coleman avait su que quelque chose n'allait pas. Il avait écrit à un cardiologue, se demandant si quelque chose dans son régime alimentaire pouvait expliquer ce qu'il ressentait. Le médecin avait recommandé un rendez-vous. David Coleman n'avait jamais eu le temps de s'y rendre. Je repris le téléphone, mon cœur battant la chamade. Que se passe-t-il maintenant ? La question flottait dans l'air du garage, lourde et sans réponse immédiate. Garrett était à l'œuvre ce matin-là, exécutant des mandats de perquisition pour la maison, le véhicule de Tara et les dossiers financiers allant bien au-delà de ce que l'audit avait déjà révélé. Un silence pesant s'installa au bout du fil, une pause qui semblait étirer le temps. Puis Lindsay Reed reprit, sa voix calme mais ferme. « Il s'attend à les faire venir tous les 2 pour interrogatoire aujourd'hui. » Je tournai mon regard vers la fenêtre du garage, celle qui donnait sur l'arrière de la maison. La lumière de la cuisine était allumée.
une tache jaune et familière dans la pénombre matinale. Je pouvais distinguer des mouvements à travers le verre, des ombres furtives qui trahissaient une présence, une activité ordinaire qui contrastait étrangement avec la gravité de la situation. « Dois-je faire quelque chose ?» demandai-je, une pointe d'impatience ou d'impuissance dans la voix. « Continuez votre matinée, Ernest, » répondit-elle doucement. « Vous avez déjà fait tout ce qui devait être fait. » Sa réponse, empreinte d'une autorité tranquille, me rappela que mon rôle actif était terminé, du moins pour l'instant. Je m'assis sur le tabouret usé du garage, le Hamilton inachevé entre mes mains. Je ne travaillais pas dessus, je le tenais simplement, sentant le poids froid du métal et du bois, le souvenir d'un projet interrompu. Mes pensées s'éloignèrent de l'horlogerie pour se poser sur David, non pas le David de la dernière année, celui que j'avais été trop lent à comprendre, trop aveugle à ses signaux de détresse. Non, je pensais au David de 2018, au bord du lac Priest, une canne à pêche à la main et un chapeau ridicule vissé sur la tête, se retournant pour sourire à l'appareil photo qu'il avait posé sur un rocher. Le soleil brillait sur l'eau et son rire résonnait encore dans ma mémoire. Je me souvenais du David qui s'asseyait souvent sur ce même tabouret, affirmant que c'était le seul endroit où rien n'était urgent, où le temps semblait suspendu. Une vague de chagrin et de regret m'envahit, une douleur sourde pour le temps perdu et les avertissements ignorés. À 9h15 précise, 2 véhicules banalisés du comté de Davidson s'arrêtèrent devant la maison. Leurs moteurs s'éteignirent dans un silence presque assourdissant. J'entendis des voix devant la porte d'entrée, des murmures étouffés qui parvenaient jusqu'à moi. 2 détectives se présentaient, leur ton formel et mesuré. La voix de Tara, d'abord contrôlée, presque glaciale, tint bon pendant environ 45 secondes. Puis elle se brisa. Ce n'était pas un son calculé, ni une composition soignée, mais quelque chose de brut, d'authentique, que je n'avais jamais entendu de sa part. Une fissure dans son armure, révélant peut-être la peur, la fureur ou le désespoir. La voix de Brett fut plus courte, 3 mots à peine, je ne savais pas, répétés 2 fois en succession rapide, puis le silence. Un silence lourd, définitif. Ils furent tous 2 emmenés pour interrogatoire. Je les observais depuis la fenêtre de la cuisine, une silhouette discrète dans l'ombre. Tara marcha vers l'un des véhicules, le dos droit, le pas mécanique. Elle ne tourna pas la tête vers le garage, ne chercha pas mon regard. Son absence de réaction, son évitement en disait long. Cette même nuit, selon Lindsay Reed, qui me rappela vers 22h, Brett fit une déclaration complète au bureau du procureur. En échange de sa coopération et d'une recommandation de clémence, il confirma ce que les preuves numériques avaient déjà établi, qu'il avait effectué les virements, qu'il avait modifié le bénéficiaire de l'assurance vie. Il avait fait ces choses sous la direction de sa mère, croyant, disait-il, qu'il s'agissait simplement de gérer les finances d'un homme trop stressé pour s'en occuper. Il affirma n'avoir rien su de la digoxine. Garrett, selon Reed, le croyait. Un soupir m'échappa. Le jeune homme avait été manipulé, un pion dans un jeu bien plus sombre qu'il ne l'avait imaginé. L'audience de continuation devant la juge Morris eut lieu environ 2 semaines plus tard. L'atmosphère de la salle d'audience était tendue, imprégnée d'une solennité froide. Le nouvel avocat de Tara tenta de demander un report, mais Lindsay Reed s'y opposa fermement, sa voix résonnant avec une clarté inébranlable. La juge Morris, une femme à l'allure imposante et au regard perçant, refusa le report. Elle écouta attentivement le résumé actualisé des preuves, puis prononça sa décision depuis le banc. La requête visant à contester le testament de David fut rejetée dans son intégralité. Le testament tenait. La maison du 2214, Hilldale Drive, East Nashville, cette maison que j'avais construite en 1989, où David avait grandi, était légalement, sans ambiguïté, mienne. Le compte d'épargne de 87 500 $ fut transféré à mon nom.
Les 34 200 $ furent déclarés comme des fonds obtenus frauduleusement, et leur restitution fut ordonnée par voie d'action civile. J'étais assis au deuxième rang de cette salle d'audience et je ne ressentais pas ce à quoi je m'étais attendu. Pas de soulagement éclatant, pas de satisfaction triomphante. Quelque chose de plus calme, de plus profond. C'était la quiétude particulière d'une pièce après qu'une longue dispute a enfin pris fin, une sorte de paix épuisée, mais réelle. En sortant du palais de justice, Lindsay Reed marcha à mes côtés. « Le bureau du procureur vous contactera pour les accusations formelles, » dit-elle. « Ce sera une procédure distincte. »« Je sais, » répondis-je, ma voix rauque. « Vous avez bien géré cela, » ajouta-t-elle, ce qui, de la part de Lindsay Reed, équivalait à une ovation debout. Son compliment, venant d'une femme si réservée et professionnelle, résonna en moi comme un signe de reconnaissance inestimable. Je repris le volant et retournai à Hilldale Drive. La maison était vide, son silence palpable. Tara était en liberté conditionnelle et Brett avait déjà pris des dispositions pour partir. Je traversais les pièces seul pour la première fois depuis des mois, enveloppé par le calme particulier d'une maison où personne n'a plus besoin de jouer un rôle. Ce soir-là, le bureau du procureur du comté de Davidson inculpa formellement Tara Coleman pour homicide intentionnel au premier degré. L'annonce me parvint par téléphone, via Reed, puis fut diffusée peu après par les nouvelles locales. L'audience fut fixée pour fin octobre, dans environ 6 semaines. 6 semaines. J'avais attendu plus longtemps pour moins. La maison était silencieuse pour la première fois en 2 ans. Pas seulement un silence temporaire, comme ces matins occasionnels où Tara partait tôt et Brett dormait jusqu'à midi. Non, c'était un silence authentique, celui qui s'installe dans les pièces lorsque les personnes qui y jouaient de leur rôle sont parties pour de bon. Tara était en liberté conditionnelle en attendant son procès, contrainte de résider dans un appartement loué de l'autre côté de la ville et de se présenter à un agent de probation 2 fois par semaine. Brett était parti pour Memphis 3 jours après avoir fait sa déclaration, avec un sac de sport et l'ordinateur portable qu'il avait acheté avec la carte de crédit de David. Un détail que j'avais noté et transmis à Reed pour le dossier de recouvrement civil. Je parcourus la maison seul le premier matin après leur départ. Non pas rapidement, mais pièce par pièce, lentement, comme on se déplace dans un espace que l'on est en train de se réapproprier plutôt que de simplement l'occuper. Le salon présentait 4 marques d'éraflure sur la plinthe, laissées par les meubles de Brett et une trace de boisson énergisante sur la table d'appoint qui n'était pas là auparavant. Dans la cuisine, une porte de placard était légèrement désaxée. Je la remis en place avec un tournevis en 4 minutes à peine. L'escalier révélait un éclat dans le plâtre du 2e palier dont je ne me souvenais pas. Chaque imperfection, chaque trace était un témoignage silencieux de leur passage, et mon acte de réparation, aussi minime soit-il, était un pas vers la restauration de mon foyer. Je notais tout cela sans la moindre colère. Ce n'étaient que des marques superficielles, des égratignures cosmétiques. La maison, elle, était solide, ses fondations inébranlables. La chambre de David se trouvait au bout du couloir du 2e étage. Tara l'avait redécorée après leur mariage, transformant l'espace familier en quelque chose d'étrange. Les murs étaient d'un gris neutre, une teinte qui évoquait davantage une salle d'attente impersonnelle qu'un foyer chaleureux. Les meubles avaient été repositionnés et la petite bibliothèque que David avait conservée depuis le lycée, remplie de ses lectures d'adolescents et de ses manuels universitaires, avait été remplacée par une étagère décorative qui ne contenait rien que quiconque aurait jamais lu. C'était un espace vide de sens, une tentative d'effacer les traces de mon fils. J'achetai 2 gallons de la teinte originale, un bleu moyen, le genre de couleur qui change subtilement selon l'heure de la journée, capturant la lumière différemment du matin au soir. Je les trouvai à la quincaillerie sur Gallatin Pike. Pendant 2 week-ends consécutifs, je peignis la pièce moi-même, faisant rouler la couleur sur les murs qu'il avait portés pendant 15 ans avant l'arrivée de Tara.
Chaque coup de rouleau était un acte de réappropriation, une couche de mémoire recouvrant l'oubli. C'était une petite chose, je le savais, mais c'était la bonne petite chose à faire. Une restauration silencieuse, un retour à l'essence même de ce que cette pièce avait toujours été. Au cours de la 3e semaine de travail dans la chambre, alors que je débarrassais les dernières affaires que Tara avait laissées derrière elle, j'ouvris le tiroir de la table de chevet. Elle avait appartenu à David depuis ses 19 ans, un simple meuble en chêne que j'avais acheté lors d'une vente immobilière. Rien de remarquable en soi, juste un objet fonctionnel et sans prétention. À l'intérieur, je trouvais un ticket de parking, un chargeur de téléphone et une photographie. La photo datait d'une partie de pêche à Priest Lake, plusieurs années auparavant. David et moi étions sur la rive, baignés par la lumière douce de la fin d'après-midi, tous deux coiffés de ces chapeaux que l'on ne porte que lorsqu'on est suffisamment loin de tout jugement. David tenait un poisson qui, en toute honnêteté, était d'une taille remarquablement modeste, mais son expression suggérait qu'il venait de capturer quelque chose d'une importance considérable. Il souriait largement, un sourire franc et joyeux. L'appareil photo était posé sur une glacière, et aucun de nous n'avait su le résultat avant de rentrer à la maison. Je m'assis sur le bord du lit, tenant la photo entre mes doigts, la laissant imprégner mes pensées pendant un long moment. Puis je la portai au garage, mon sanctuaire personnel, et la déposai sur l'étagère au-dessus de l'établi. Elle trouva sa place entre le bun spécial de 1962 que j'avais achevé et une chope en étain qui était là depuis aussi longtemps que je pouvais me souvenir. David, souriant à un petit poisson coiffé d'un chapeau ridicule au bord d'un lac du Tennessee. C'était une chose tout à fait raisonnable à avoir sur une étagère, un souvenir simple et précieux. Le processus de recouvrement civil se déroula en parallèle durant ces semaines, géré par Lindsay Reed avec son efficacité habituelle. Les 34 200 $ du compte bancaire de la région furent ordonnés de me être restitués par le jugement civil. Les fonds furent virés sur mon compte environ 6 semaines après la formalisation des accusations criminelles. La police d'assurance de 150 000 $ était une affaire distincte, plus complexe. La désignation originale du bénéficiaire, me nommant, fut authentifiée par les procédures successorales, et la modification effectuée par Tara en septembre fut contestée pour cause de contrainte et de fraude. Cette affaire fut renvoyée à la commission d'assurance du Tennessee pour enquête, un processus qui prendrait des mois supplémentaires. Mais Lindsay Reed était confiante quant à l'issue. Le bilan tel qu'il se présentait était clair. Le compte d'épargne de 87 500 $ était rétabli à mon nom. Les 34 200 $ avaient été récupérés. La maison au 2214 Hilldale Drive était, sans ambiguïté, la mienne. L'affaire de l'assurance était en suspens, mais progressait dans la bonne direction. Je n'étais pas un homme riche. Je n'avais jamais été un homme riche. Mais j'étais exactement là où j'avais été avant l'arrivée de Tara, dans ma propre maison, avec mes propres finances, et la succession de mon fils gérée comme il l'aurait souhaité. C'était un retour à l'équilibre, un sentiment de justice tranquille. 2 jours avant l'audience de détermination de la peine, une lettre arriva par l'intermédiaire du bureau de Lindsay Reed. Elle provenait de l'avocat de Tara, le coûteux spécialiste de la fraude, et contenait une offre formelle. Tara plaiderait coupable à une accusation réduite d'homicide intentionnel au second degré en échange d'une recommandation de peine de 8 ans, plutôt que les 25 ans que l'accusation de premier degré entraînait. Je lus la lettre à la table de la cuisine, ma tasse de café fumante à portée de main. Je la lus une première fois, puis une seconde, laissant les mots s'imprégner. Ensuite, je la glissai dans une enveloppe, la scellai, et la conduisis au bureau de Garrett, au bureau du procureur sur James Robertson Parkway. Je l'attendis à son assistante et déclarai d'une voix ferme « La décision appartient au procureur, pas à moi. » Garrett m'appela cet après-midi-là. « Vous êtes sûr ?» dit-il, sa voix portant une pointe d'interrogation. « Ce n'est pas ma décision. »
Je répondis sans hésitation, « Ça ne l'a jamais été. J'ai juste rassemblé les preuves. » Un silence s'installa, lourd de sens. « Nous allons l'examiner attentivement, » dit-il finalement. « Merci, monsieur Coleman. » Je rentrai chez moi. Je me dirigeai vers le garage, mon refuge. Je pris la montre Hamilton de 1947 sur laquelle je travaillais depuis près de 2 mois. Le balancier fissuré avait été remplacé. Le ressort moteur avait été réajusté. Le cadran avait été nettoyé avec une minutie extrême. Je la remontai. Elle se mit à fonctionner, son tic-tac régulier remplissant le silence de l'atelier. 2 choses fonctionnaient à nouveau qui ne fonctionnaient plus auparavant. L'audience de détermination de la peine eut lieu un mercredi matin à la fin du mois d'octobre. L'air à Nashville s'était rafraîchi la semaine précédente. Pas froid, juste cette netteté particulière qui arrive lorsque l'été relâche enfin son emprise sur le Tennessee et que l'on peut sentir autre chose que la chaleur étouffante. Je portais la veste que j'avais depuis 12 ans en laine anthracite, celle que j'avais portée au tribunal des dizaines de fois, toujours de l'autre côté de la barre. Je me rendis au palais de justice du comté de Davidson, sur Second Avenue North, et me garai dans le même parking où je m'étais garé pour l'audience de juin. 2e rangée, même place. Certaines habitudes méritent d'être conservées. La salle d'audience se remplit progressivement. Tara arriva avec son avocat. Elle était vêtue simplement, loin de la composition calculée qu'elle avait arborée lors des audiences précédentes. Son apparence était dénuée de toute prétention, une façade enfin tombée. Ses mains étaient jointes sur ses genoux, et elle restait immobile, le regard fixé sur la table devant elle. Elle ne chercha pas le regard de l'assistance. Le peu de contenance qui lui restait était entièrement concentré sur l'effort de se maintenir pour l'heure à venir, une heure qui scellerait son destin. Brett Shaw n'était pas présent. Selon les termes de son accord de coopération, il n'avait aucune obligation de comparaître, et il ne l'avait pas fait. Il se trouvait à Memphis, entamant une période de 3 ans de probation, avec une obligation de restitution de 18 000 $ et le poids, sans doute écrasant, de la connaissance de sa propre implication. Je n'éprouvais aucune pitié pour lui. Je ne ressentais pas non plus le besoin d'ajouter à son fardeau. La juge Morris prit place sur l'estrade à 9 heures précises. Le bureau du procureur avait accepté le plaidoyer. L'avocat de Tara Coleman présenta le plaidoyer de culpabilité pour homicide intentionnel au second degré, conformément à la section 39-13-210 du TCA. La juge examina l'accord de plaidoyer, s'assura qu'il avait été conclu volontairement et confirma les termes de la sentence. 15 ans de prison,